Aujourd'hui en France, l'école inclusive a la volonté de scolariser tous les enfants et de s'adapter à leurs besoins éducatifs particuliers, quel que soit le lieu de leur scolarisation. Il aura fallu attendre les années 2000, et en particulier la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, pour permettre à tout élève en situation de handicap d'accéder à l'éducation dans une dimension inclusive. La loi sur la refondation de l'école viendra quant à elle consacrer le principe d'inclusion de tous les enfants, sans aucune distinction, tout comme la loi pour l'école de la confiance. Les établissements médico-sociaux ont ainsi opéré une véritable mutation dans leur pratique professionnelle pour viser l'enjeu d'une société inclusive. Cet engagement pour une évolution de l'offre médico-sociale s'est articulé avec leurs partenaires, au premier titre desquels l'Éducation nationale, qui s'implique dans l'objectif d'une école pleinement inclusive. Stop, c'est très bien. Passe à l'autre. Très bien. Les ITEP en sont un bon exemple. Ces établissements accueillent et accompagnent des enfants et des adolescents présentant des difficultés psychologiques caractérisées notamment par des troubles du comportement, ce qui perturbe leur socialisation et l'accès aux apprentissages. Tu pourras mettre un titre pour la présenter, ok? L'accompagnement vise désormais une plus grande ouverture à travers des projets ambitieux pour l'ensemble de ces jeunes. Illustration à travers l'exemple du dispositif ITEP Saint-Pierre-Milgrand à Trèbes dans l'Aude. La mission principale de l'ITEP, c'est de mettre à disposition des jeunes accueillis son plateau technique. Donc, par le biais de son équipe thérapeutique, éducative et pédagogique, c'est ramener les jeunes adultes qui nous sont confiés sur un versant de rescolarisation ou de reprofessionnalisation par le biais des apprentissages. À l'ITEP, nous accueillons des jeunes qui ont des troubles du comportement et dont l'intensité de ce trouble, à un moment donné de leur scolarité, n'était plus compatible avec l'entrée dans les apprentissages, avec l'entrée en relation. Et à partir de ce moment-là, une notification MDPH a été prononcée et l'ITEP est rentré dans la danse pour accueillir et accompagner ces jeunes. C'est d'abord une rencontre entre une directrice MDPH et un inspecteur ASH qui arrive sur le département. Donc c'est une rencontre avec une facilité aussi à communiquer, une facilité à échanger et un lien direct dans le cadre des instances de la MDPH, mais aussi dans le cadre de toute l'analyse en lien avec le parcours des élèves. On avait commencé à voir un petit peu les besoins que nous avions. Donc on était entre 2013 et 2015. Les besoins que nous avions au niveau interne de la MDPH et puis les liens nécessaires avec l'école en général, on va dire. Et c'est cette rencontre qui a fait que le partenariat MDPH Éducation nationale a démarré autour de besoins que nous avions repérés. Alors, ce qui a changé dans le passage de l'ITEP et du DITEP, le passage à un dispositif intégré, c'est la possibilité pour l'usager, avec l'accord de la famille et l'accord de l'établissement, de passer d'une modalité d'accompagnement à une autre. Donc, clairement, avant, quand on était orienté sur un ITEP, on bénéficiait d'une notification qui était demi-internat, internat, accueil de jour. Et lorsque les besoins s'en faisaient ressentir, pour changer de modalité d'accompagnement, il fallait refaire une demande au niveau de la MDPH. Et il y avait évidemment ce laps de temps de traitement. Aujourd'hui, le passage en dispositif est essentiellement là pour répondre aux besoins de l'enfant à l'instant T. Il a vocation d'éviter les ruptures de parcours. Et donc, ça nous permet aujourd'hui, avec l'accord de la famille, de changer de modalité ou de faire bénéficier un usager de plusieurs modalités. En premier lieu, quand on les accueille ici, on les accueille comme ils sont, avec leurs difficultés. Et la priorité pour nous, c'est d'engager une relation. Donc, exit les apprentissages, même s'ils ne sont pas bien loin, exit l'ambition, même si elle n'est pas bien loin. L'objectif, c'est de se remettre autour de lui, tous autant qu'on est, chaque professionnel, dans ses compétences. Pour répondre aux besoins du jeune accueilli, on a tout un plateau technique, une équipe pluridisciplinaire qui se mobilise. Alors, on formalise chacune de ces actions à travers le projet personnalisé d'accompagnement du jeune, donc ce fameux PPA où on part des attentes, des besoins du jeune et de sa famille, et on essaye de le mettre en correspondance avec les objectifs travaillés par chaque professionnel. Donc qu'il ait une casquette de thérapeute, de pédagogue ou d'éducateur, l'objectif c'est de proposer un cadre clair
à chacun des jeunes pour les accueillir dans la singularité et être capable de leur proposer un cadre qui soit à la fois rassurant, contenant et ambitieux. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va petit à petit, vraiment pas à pas, proposer par exemple des temps d'inclusion pour un jeune qui a une perspective scolaire. Regardez ce que tu as écrit. 12 rangées, relis-toi. 12 rangées, oui, il y avait ça, mais le dernier mot. De feuilles. Fauteuil. Je suis scolarisée à l'ITEP et en même temps je partage une scolarité à l'UE et dans une classe ordinaire des fois au collège. Ce qui a changé depuis que je suis rentrée à l'ITEP, c'est que j'ai pu déjà intégrer le collège parce que j'ai fait des efforts et pour moi j'ai plus une vie d'écolier. Et il y a l'éco-kinésie. Ouais, et ça c'est l'imitation de geste. geste. Tu peux faire aussi. Donc c'est ça qui vient vraiment, si tu veux. Accompagner un jeune d'ITEP, c'est donc avant tout un travail d'équipe. Ce fonctionnement, propre aux établissements médico-sociaux, permet d'élaborer un projet global d'accompagnement qui s'appuie sur les regards croisés des intervenants thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. L'idée, c'est vraiment de se rappeler que les troubles de comportement ne sont pas réellement des pathologies, ce sont plutôt des symptômes, des conséquences d'eux. Donc l'idée, c'est d'être intégratif dans l'approche thérapeutique, avec une approche d'abord humaniste, c'est-à-dire vraiment d'être dans la capacité d'entendre ce qui se dit. Et puis, comme on est une équipe pluridisciplinaire avec des psychos, des infirmiers, des psychomotriciens, on peut associer des idées comportementalistes, des idées cognitivistes, des idées psychanalytiques, sans que ça pose aucun problème. Une fois que le jeune regagne un petit peu confiance en lui, que sa confiance, son estime de lui est restaurée, l'étape d'après, c'est de les remettre en projet. Mise en projet qui n'est pas portée par l'adulte, bien au contraire, c'est un projet qui est propre aux jeunes, on est vraiment dans de la motivation intrinsèque. Cette motivation intrinsèque, on va la travailler à partir des valeurs de la personne, à partir de ce qui est réellement important pour elle, en allant questionner l'enfant ou le jeune ou l'adolescent sur ces notions-là de valeurs au sens précis et au sens de Schwarz-Rockitsch ou alors au sens des thérapies ACT. Et vraiment d'aller essayer de comprendre ce qui va être réellement important pour vous. Si ce qui est important pour le gamin, c'est de faire un show télé, on va partir sur l'idée de qu'est-ce qui peut être important dans le fait d'être dans un show télé. Dans un show télé, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir... Ok, comment nous, on pourrait t'aider là-dedans à faire ça? Et après, on va pouvoir travailler un côté éducatif. Ah ouais, mais là, il faut quand même que tu mettes un peu du cadre. Un côté pédagogique, il faut quand même que tu aies des notions et des apprentissages. On va travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, puisqu'il va se retrouver confronté à ce moi interne qui est celui qu'il aimerait définir. On va pouvoir essayer d'avancer avec la contrainte des difficultés d'attachement, c'est-à-dire est-ce que ce gamin est suffisamment sécure dans sa vie par rapport à son environnement ou à sa famille, et est-ce qu'on n'a pas trop d'empreintes de mauvaise sécurisation, qui seraient des sécurisations sur des addictions par exemple, et comment on va pouvoir nous retravailler aussi sur ça. Au départ, quand j'étais arrivée ici, je voulais retourner directement à l'école, sauf que je me dépêchais et tout, donc du coup je faisais un peu le zouave. Donc là après je me suis remis en question quand ça faisait un peu 3 ans que j'étais ici. Et du coup j'ai dit j'ai envie de retourner à l'école. Et j'ai bossé. Au final j'y suis retournée. Maxime est venu me voir en disant que je pouvais y retourner. Et moi à chaque fois je leur harcelais en disant c'est quand que je pourrais y retourner, c'est quand que j'y retournerai. Et après je suis retournée 3 mois en CM1 pour reprendre le niveau et après je suis allée au collège. Essaie d'envoyer la balle toujours au-dessus de la tête. Allez Mario, bien, c'est mieux. Yes. Bien, Charlotte, elle prend le relais. Maël, hey. Allez, derrière. Ok, alors, au-dessus. Ok, ça c'est très bien. Tu les poses juste avec Enzo, tu fais quoi? En quelques mots, si je devais résumer ma fonction, ça va être de permettre aux jeunes que l'on accueille de pouvoir à un moment donné évoluer, grandir
et pouvoir réintégrer à un moment donné la société au travers des codes sociaux que l'on connaît tous, comme le fait de se dire bonjour. Notre rôle en tant qu'enseignante, c'est essentiellement de réconcilier les jeunes avec les apprentissages, de créer un climat scolaire apaisant et puis de leur donner envie de venir en classe. Les missions spécifiques d'un éducateur spécialisé que l'on peut différencier avec celles d'un éducateur technique spécialisé aussi, ça va surtout se jouer au niveau des supports qui sont utilisés en fait. Un éducateur technique spécialisé, sa particularité c'est que son support il est déjà préétabli dans le sens où il mène un atelier, il gère un atelier avec certainement et parfois une transmission de compétences. Ça peut être de la mécanique, de l'horticulture, pour faire des références aux éducateurs techniques que l'on a ici. Moi, en tant qu'éducateur spécialisé, je ne vais pas utiliser ces outils-là en fait, pour pouvoir transmettre aux jeunes des valeurs, des codes sociaux. Ça va passer par les actes de la vie quotidienne en fait. On a pu le voir tout à l'heure, ça va être la mise du couvert, le débarrassage, le respect des consignes. Voilà. Globalement, ça passe par des petits actes que l'on ne perçoit pas forcément toujours. La différence par rapport à un enseignant dans le milieu ordinaire, c'est que comme on a moins de jeunes, on peut plus prendre le temps de prendre le jeune dans sa globalité, pas seulement l'élève. Donc en fonction de son vécu, en fonction de tout ce qui le caractérise. On va au rythme des jeunes aussi. Enfin, c'est pareil, vu qu'ils sont moins nombreux, on peut aller à leur rythme. Et puis on s'appuie sur leur réussite. Donc c'est ce qui va nous donner le fil rouge de l'année. En fonction de ce qu'ils savent déjà faire, on poursuit toute l'année avec eux. Pour enseigner en ITEP, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humour, parce que ça peut permettre de désamorcer les conflits. Beaucoup de patience aussi, parce qu'on va au rythme des jeunes, donc en fonction de leur apprentissage, voilà, faut être très patient. Et puis, faut être aussi parfois multifonction, parce qu'on n'est pas seulement prof. Parfois, on peut être, voilà, si un jeune a besoin de parler, on peut mettre la casquette un peu du psychologue ou mettre la casquette un peu de l'infirmière. Donc voilà, un peu multitâche. Quand les jeunes viennent, le fait de construire, ça leur permet de se reconstruire eux-mêmes. C'est un atelier à une action thérapeutique et éducative aussi. Après, nous ne travaillons pas seuls, je suis en lien avec mes collègues. Donc, on parle toujours du projet du jeune avec les différents intervenants. Ce travail collaboratif autour du jeune d'ITEP offre les conditions utiles et nécessaires à sa mise en projet. Sécurisation, estime de soi, motivation. C'est sur cette base que nous pouvons alors envisager une ouverture vers l'extérieur avec une réelle ambition inclusive. À titre d'exemple, on a réussi à mettre en place un dispositif qui est un petit peu la Rolls-Royce de l'inclusion, à savoir l'unité d'enseignement externalisée, qui permet vraiment un suivi de proximité tant pour le jeune que pour les professionnels qui accueillent nos jeunes d'ITEP. Afin justement de mettre en œuvre le DITEP et de répondre aux besoins de tous les élèves avec un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, nous avons mis en place une unité externalisée, évidemment qui associe le travail de l'ITEP, mais aussi l'équipe du collège Jules Verne, ce qui nous permettait d'avoir une accessibilité, on va dire, plus forte en milieu ordinaire pour des élèves, et pour permettre justement une adaptation du parcours au regard de leurs besoins. L'UE est une unité d'enseignement externalisée, donc une classe propre à l'ITEP, mais qui est au sein même d'un collège. Ce qui permet d'organiser des inclusions vraiment sur mesure et d'accompagner nos jeunes pas à pas dans de la réussite, avec une grande proximité, tant pédagogique qu'éducative. Les élèves de 4e sur le plateau SECPA pour le foot. La création de l'UE avait été décidée en amont de mon arrivée en septembre 2018. Donc les échanges que j'ai eus avec le directeur pédagogique de l'ITEP et l'IEN-ASH m'ont vite éclairé sur les objectifs de celle-ci, qui sont en parfaite adéquation avec ma conviction professionnelle, à savoir passer de l'école pour tous à l'école pour chacun,
favoriser la scolarisation en milieu scolaire et faire de la diversité un atout, une opportunité de promouvoir la réussite plutôt que de pointer du doigt les difficultés et les échecs. Donc elle s'inscrit dans la démarche de l'École de la République qui est clairement inclusive aujourd'hui. Son objet, c'est de faciliter, grâce à un partenariat serré, le retour à la scolarité d'élèves qui ont été en décrochage scolaire, notamment par des troubles handicapants, surtout du comportement. Ce travail collaboratif, il permet la création d'un SAS, qui favorise un retour progressif à la classe de façon très accompagnée et très individualisée. L'essentiel pour une inclusion réussie est de s'appuyer sur les compétences du jeune, ses envies, ses goûts, de manière à ce qu'on puisse travailler, je dirais, en dentelle pour favoriser la reprise de confiance. Confiance en lui et confiance envers les adultes. À ce moment-là, je parlerai même presque d'hospitalité scolaire. Quand je suis arrivé dans l'UE, j'ai travaillé avec ma professeure sur toutes les bases des cours des maths, des français et de l'histoire, par exemple, et surtout la capacité pour me concentrer en classe et longtemps sans bouger de ma chaise, par exemple. Le fait d'avoir ici des dispositifs inclusifs, style UPE2A, Ulysse, SECPA, a forcément pesé dans le choix. C'est une question d'identité et d'expérience. Voilà. Par contre, j'ajoute que l'UE a été, pour l'établissement, un véritable accélérateur de la culture d'inclusion au sein du collège. Il s'agit d'une véritable ambition inclusive qui va au-delà de la simple présence à l'école. Ça a été un élan pédagogique et une chance qui a favorisé d'autres méthodes pédagogiques, d'autres façons de travailler, la différenciation, l'usage des nouvelles technologies, la pédagogie collaborative, créative et le travail en équipe. Donc je dirais que la loi de 2005 sur le handicap a ouvert les portes de l'école à ces enfants. La pédagogie inclusive et ce type de dispositif leur ouvrent la voie de la réussite. D'abord, il a fallu déconstruire toutes les représentations plutôt négatives sur l'ITEP. Alors chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, les parents et les enseignants. Avant d'accueillir les élèves de l'UE, effectivement, j'avais eu des réserves, notamment partagées par une bonne partie de mes collègues. Effectivement, quand on est un établissement réseau d'éducation prioritaire, on accueille déjà un public fragile et ajouter à cela l'accueil donc d'élèves qui ont des particularités, qui ont eu des difficultés de vie, de scolarité. C'est pas quelque chose qui est facile et ça nous a posé ces questions. Ensuite, il a fallu bien expliquer et convaincre de la plus-value de ce dispositif pour l'établissement. Il fait sens pour les élèves et les enseignants. Les inclusions sont pensées pour permettre à tous les élèves de suivre la totalité des heures de cours. C'est-à-dire qu'on a un enseignant et un éducateur sur place, ce qui fait que le dispositif est à tout moment adaptable. Il est souple et réactif. Je laisse commencer tous les deux. Ouais, pour faire les études. Quand un élève arrive à l'UE, le premier geste, c'est vraiment de le mettre en confiance, de le rassurer quant à son projet et sa mise en œuvre. Ensuite, nous serons beaucoup dans l'observation, l'observer sur les temps ici à l'UE, l'observer aussi en classe par nos interventions à nous possibles, et aussi sur les temps interstitiels comme la récréation, comme l'entrée et la sortie du collège. Au travers du binôme, mon axe de travail va plus être porté sur l'observation des comportements et la traduction de ces derniers, avec l'explication et la mise en pratique ou l'accompagnement dans les actes pédagogiques au travers du quotidien. Le fait d'avoir une enseignante de l'ITEP sur le collège, c'est d'abord rassurant. Il y a une enseignante et un éducateur, c'est rassurant. Ça leur permet, s'il y a des difficultés, d'avoir de suite un référent qui les aide à passer le cap.
Et du coup, on garde au collège la dimension sécurisante qu'il y a à l'ITEP à travers l'unité externalisée. C'est ce qui est conservé, hein, c'est cette dimension sécurisante. Ensuite, il va y avoir aussi beaucoup de communication avec les collègues lorsqu'un élève va débuter les inclusions et puis aussi dans des moments où ça s'est bien passé, où ça s'est pas bien passé, voilà, être dans l'interaction permanente. Un élève qui est à l'UE à l'ITEP va avoir pour projet une rescolarisation, mais aussi en parallèle, il peut avoir un projet pré-professionnel ou professionnel, alors qu'un élève qui est dans une UE au sein d'un établissement ordinaire va avoir pour seul projet de réintégrer une classe ordinaire et de redevenir un élève. Je vais d'abord commencer un cadre scolaire SECPA avant de faire des inclusions en général et après je suis passée totalement en général. Ce qui était important, c'est que je devais plus me concentrer, apprendre à reprendre un cadre de vie scolaire finalement et être avoir un meilleur comportement. À travers cette expérience, j'ai appris à être beaucoup plus dans une autonomie affective avec mon fils et à prendre vraiment conscience que c'était un individu à part entière qui ne m'appartenait pas, en fait, au final. Moi, je suis là pour l'aider à progresser et à grandir, mais voilà, et je n'ai pas toutes les solutions. Le fait qu'il puisse intégrer une structure comme ça permet aussi à la fois lui de grandir et de faire face à ce qu'il est, et puis à nous aussi, en tant que parents, de se positionner autrement. Et c'est vrai que les relations, du coup, entre nous sont beaucoup plus riches et beaucoup plus, je vais dire le mot adulte, mais c'est ça, beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature qu'avant son entrée en ITEP. Je voudrais donner ce conseil aux nouveaux qui arrivent, aux petits, qu'ils n'ont pas à avoir peur parce qu'on n'est pas des monstres. Même si on le montre, on n'en est pas. La preuve avec le petit Naël qui a 7 ans. On le fait jouer au foot et tout. Et voilà. Aïe. J'ai des projets, c'est partir en CAP, aide à la petite enfance, pour devenir éducateur spécialisé. Mon projet pour plus tard, ça serait d'ouvrir un bar avec un espèce de salon avec une communauté pour reparler de mangas, des choses qui sont sorties récemment, ou même il y aura plein de mangas, les gens ils pourront lire en même temps qu'ils mangent, tout ce qu'ils veulent. Mes projets, c'est de travailler en stage moto, faire d'abord un stage moto dans la mécanique et après voir si je peux travailler dans la mécanique moto.